Bonjour, bonjour, c'est Omkonde Patrick Habamenshi et je vous souhaite la bienvenue dans ma présentation détaillée des exactions qui ont été commises en RDC entre mars 1993 et juin 2003, exactions qui sont répertoriées dans le rapport Mapping. Avant de procéder, je voulais vous prévenir que les détails que je vais partager aujourd'hui sont assez perturbants, surtout pour les survivants de ces exactions ou de violences similaires dans d'autres contextes ou dans d'autres années en RDC. Je sais que survivre, c'est un processus qui peut prendre toute une vie et le moindre rappel d'incidents qu'on a vécu peut vous ramener en arrière dans votre guérison. J'espère toutefois que le partage de ces rappels-là, de ces incidents qui se sont produits dans le passé, dans le cadre de la recherche de la justice, peut au contraire vous aider à guérir et à aller de l'avant dans votre vie. Donc, nous sommes ensemble de tout cœur. Je vais procéder avec beaucoup de doigté, mais les mots ne peuvent atténuer et ne devraient pas atténuer la violence de ce qui s'est passé en RDC. Il faut juste présenter le tout avec beaucoup de respect. Nous sommes ensemble, nous procédons avec la présentation. Le Mapping Report est divisé en 3 sections. La section 1 nous présente l'inventaire des violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en RDC entre 1993 et 2003. La section 2 nous présente l'inventaire des actes de violence spécifiques commis durant cette période. Et enfin, la section numéro 3 nous présente une évaluation du système de justice en RDC. Pour les besoins de cette présentation, je vais me concentrer sur la section 1. Et dans la section 1, je vais me concentrer sur 2 périodes importantes, la première et la deuxième guerre du Congo. Pourquoi me concentrer sur ces périodes-là? C'est que la plupart des incidents répertoriés dans le Mapping Report se sont produits dans la première et la deuxième guerre du Congo. En effet, le Mapping Report a répertorié 238 incidents durant la première guerre du Congo et 200 incidents dans la deuxième guerre du Congo, ce qui fait que les deux ensemble représentent 70% des incidents qui sont répertoriés pour cette période de 10 ans, et je peux dire qu'ils sont assez illustratifs du type de violence qui se sont produits en RDC dans cette période et qui se produit encore en ce moment. Le Mapping Report est un document très détaillé. Chaque chapitre commence avec une description du contexte de l'époque avant de décrire les incidents. Cette description du contexte est très utile pour nous aider à mieux placer ces incidents qui nous sont répertoriés dans le rapport Mapping. Et pour ce qui est des incidents, 4 éléments sont donnés à chaque fois. La date, le lieu, le nombre de victimes et les auteurs présumés, du moins les groupes armés présumés coupables de ces exactions. Un autre élément important, c'est que les incidents sont répertoriés chronologiquement dans le temps, ce qui fait que c'est assez facile à suivre et nous partons du début des événements jusqu'à la fin dans un ordre qui est assez logique. Donc, sans plus tarder, nous allons nous plonger dans la première guerre du Congo. Le contexte. Le Mapping Report nous rappelle qu'en juillet 1996, des éléments armés Banyamulenge et Tutsi qui avaient quitté le Zaïre pour aller suivre des formations auprès de l'armée patriotique rwandaise, APR, au Rwanda, sont revenus mener des opérations d'infiltration au sud Kivu via le Burundi et au nord Kivu via l'Ouganda avec l'APR. Le Mapping Report nous rappelle également que les premiers accrochages entre les forces armées zaïroises et les infiltrés ont eu lieu le 31 août 1996 près d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Le conflit a pris un nouveau tournant le 18 octobre 1996 avec l'annonce officielle à partir de Kigali, la capitale rwandaise, de la création d'un mouvement armé visant à chasser le président Mobutu. Le mouvement armé, c'est l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL en sigle. Durant leur avancée sur le territoire du Zaïre, les AFDL, APR et forces armées burundaises détruisaient tous les camps de réfugiés qu'ils trouvaient sur leur passage.
des centaines de milliers de réfugiés sont rentrés massivement au Rwanda, alors que des centaines de milliers d'autres réfugiés ont fui vers l'intérieur du pays. Durant plusieurs mois, les AFDL et APR ont poursuivi les réfugiés dans leur fuite, détruisant tous les camps de fortune qu'ils trouvaient et persécutant toutes les personnes qui venaient en aide aux réfugiés. La suite, nous la connaissons. Le 17 mai 1997, les AFDL et APR sont entrés dans Kinshasa. Et le 25 mai, Laurent Désiré Kabila, président des AFDL, s'est autoproclamé président de la République. Dans la foulée, le nom du pays a été rebaptisé République démocratique du Congo. Les incidents que je vais vous présenter pour illustrer cette période de la première guerre du Congo incluent des attaques contre les civils Tutsi et Banyamulenge, des attaques contre les réfugiés Hutus et des attaques contre les citoyens congolais en général. Je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les incidents qui sont dans le mapping report, ça nous prendrait des heures, mais j'espère que les incidents que j'ai sélectionnés vont pouvoir illustrer la nature des exactions qui sont répertoriées dans le mapping report. À partir de juillet 1996, avec l'avancée des opérations d'infiltration du Sud Kivu par des éléments armés Banyamulenge et Tutsi, la situation des civils Banyamulenge et Tutsi est devenue extrêmement précaire dans le pays. Ainsi, l'équipe du mapping a répertorié les incidents suivants. Le 9 septembre 1996, alors que la population protestait pour réclamer le départ des Tutsis du Zaïre, les forces armées zaïroises ont procédé à un certain nombre d'arrestations de civils Tutsis et Banyamulenge et pillé des établissements, dont des établissements religieux et des ONG dirigés ou appartenant à des Banyamulenge. Un autre incident répertorié par l'équipe du mapping s'est passé autour du 23 septembre 1996 où les forces armées zaïroises ont tué une quinzaine de civils Tutsi Banyamulenge près de la frontière de Kamanyola. Le 6 octobre 1996, des éléments armés Tutsi Banyamulenge ont tué une trentaine de civils et de militaires qui se faisaient soigner à l'hôpital de Remera. Le 8 octobre, le vice-gouverneur du Sud Kivu a demandé à tous les Tutsis et Banyamulenge de quitter la province, sinon ils seraient traités comme des infiltrés. Le 10 octobre, le Rwanda a encouragé tous les adultes Banyamulenge hommes de rester sur le territoire du Zaïre et de se battre. Pour ce qui est des réfugiés Hutus, les premières attaques répertoriées dans le mapping report remontent à 1995. Un de ces incidents de 1995 s'est produit le 11 avril 1995, où une cinquantaine de militaires de l'APR ont attaqué à l'arme lourde le camp de réfugiés de Birava sur le territoire de Kabare et ont tué une trentaine de réfugiés et blessé un nombre indéterminé d'autres victimes. C'est à la suite de cet incident d'avril 1995 que les réfugiés ont été déplacés dans le camp de Chimanga et le camp de Kashusha. D'autres incidents similaires se sont produits tout le long de 1996. Un exemple de ces incidents de 1996, c'est celui du 21 octobre 1996, où les forces de l'AFDL, APR et les forces armées burundaises se sont attaqués au camp de Rubarika, ont tué un nombre indéterminé de réfugiés burundais et rwandais et également des Zaïrois qui essayaient de prendre la fuite. Les militaires ont ensuite obligé la population du village à enterrer tous les morts dans des fosses communes tout près de Rubarika. Le même jour, les militaires ont brûlé une trentaine de réfugiés vivants dans une maison dans un village voisin à quelques kilomètres de Rubarika. Le 26 octobre 1996, des éléments de l'AFDL-APR ont tué une centaine de réfugiés qui prenaient la fuite sur l'axe Nyantende-Walongo Centre
et sur l'axe Nyantende-Bukavu. Vous excuserez les détails que je suis en train de vous donner. Les militaires ont tué les réfugiés par balle, à coups de baïonnette, où les réfugiés sont morts sous l'éclat des obus. Les militaires de l'AFDL et APR ont également brûlé toutes les maisons où les réfugiés se cachaient. La plupart des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Selon les témoignages que l'équipe Mapping a pu récolter, ce jour-là, environ 200 à 600 réfugiés ont été tués. Dans d'autres incidents très nombreux, le modus operandi était de réunir les réfugiés sous un prétexte quelconque, qu'on allait les ramener au pays, on allait leur trouver à manger et on les tuait. L'arme de prédilection était l'arme blanche. La plupart des réfugiés, dans les témoignages qui ont été collectés par l'équipe du mapping, étaient tués au marteau. Dans plusieurs cas également, les victimes étaient ligotées avant d'être tuées et les corps étaient soit enterrés dans des fosses communes, soit jetés dans les rivières. Nous commençons au Nord Kivu. Après la prise de Goma le 1er novembre 1996, les forces de l'AFDL et APR ont fait disparaître un certain nombre de civils. Entre le 2 et le 9 novembre 1996, l'équipe d'urgence de la biodiversité rapporte avoir ramassé jusqu'à 776 corps jonchés dans la ville de Goma. Certaines de ces personnes avaient été tuées par des balles perdues, d'autres avaient été tuées délibérément. L'équipe du mapping rapporte que le 30 octobre 1996, les forces de l'AFDL-APR ont tué jusqu'à 350 civils à Rutshuru, au centre de Rutshuru, tout près de Pena pour ceux qui connaissent cet endroit-là. Dans les jours qui ont précédé ce massacre de Rutshuru, il y a un village avoisinant qui s'appelle Kirinda, dans lequel la population avait fui. Les militaires ont demandé à la population de revenir et de se préparer à un grand meeting qui aurait lieu le 30 octobre. Le jour du meeting, la population a été amenée au PNA, le même bâtiment dont je vous parlais, et les hommes et les femmes ont été séparés. Les femmes ont été amenées, soi-disant, pour préparer les repas, et elles ont été exécutées séparément des hommes. Les hommes ont été ligotés 2 par 2, amenés à une carrière de sable et également exécutés. En 1997 et 1998, les forces de l'AFDL, qui étaient devenues entre-temps les forces armées congolaises, et l'APR ont procédé à des massacres à Lubero et à Beni, une région dominée par les Nandés. À Bukavu, dans le sud Kivu, entre le 29 et le 30 octobre, les militaires de l'AFDL et APR ont tué la population civile et militaire sans faire de discrimination. Plus de 450 civils ont été tués. C'est dans les mêmes événements que l'archevêque de l'Église catholique, Monseigneur Munzihirwa, a été assassiné à bout portant dans son véhicule avec son chauffeur. Le modus operandi était pratiquement toujours le même. À l'entrée d'une localité, les militaires invitaient la population à se regrouper sous un prétexte quelconque. Les hommes étaient ligotés et ensuite la population était assassinée à l'arme blanche, soit des marteaux, soit des houes. Kinshasa a également été le théâtre d'incidents violents durant la Première Guerre du Congo. Dès leur arrivée à Kinshasa, les forces de l'AFDL et APR ont procédé à des exécutions sommaires, à des actes de torture qui ont mené à la mort et également à du viol. Entre le 18 et le 22 mai 1997, les volontaires de la Croix-Rouge ont reporté avoir ramassé à travers tout Kinshasa 228 à 318 corps et également envoyé plusieurs dizaines de blessés dans les différents hôpitaux et cliniques de la ville. Les militaires de la DSP ainsi que les anciens dignitaires du régime de Mobutu ont été particulièrement ciblés par ces exactions. Des civils ordinaires ont également été la cible de violations graves.
Quelques exemples des incidents qui ont été rapportés dans le rapport Mapping. Entre mai et juin 1997, les forces de l'AFDL et APR ont procédé, avec la complicité de civils, à des exécutions publiques en masse. Dans de nombreux cas, les corps ont été par la suite brûlés. Ça a été le cas notamment dans la commune de Massina, de Matete et de Limete. Entre mai et juin 1997, des éléments de l'AFDL et de l'APR ont procédé à des exécutions de militaires de l'ex-Forces armées zaïroises ainsi que des opposants politiques qui étaient détenus à la GLM. Chaque nuit, des détenus étaient retirés des cachots et amenés à la rivière, au fleuve Congo, où ils étaient exécutés et leurs corps étaient jetés dans l'eau. Ces opérations ont cessé suite aux protestations des organisations des droits de l'homme qui elles-mêmes avaient été alertées par des pêcheurs qui voyaient les corps flotter sur le fleuve. En juin 1997, des militaires des ex-forces armées zaïroises ont été envoyés à la base militaire de Kitona, dans le Bas-Congo, afin qu'ils puissent suivre des cours dits de rééducation et d'idéologie. Dès le départ des militaires des ex-forces armées zaïroises pour cette formation à Kitona, les militaires des forces armées congolaises, ex-AFDL, et de l'APR ont investi leur camp militaire. Une fois arrivés dans ces camps militaires, ils ont procédé à des actes de viol à l'endroit de leurs femmes, à l'endroit de leurs sœurs et à l'endroit de leurs filles, même des filles mineures. Beaucoup de viols par les militaires des forces armées congolaises et de l'APR ont été reportés durant cette période-là dans toute la ville de Kinshasa. Entre 1997 et 1998, les forces armées congolaises et APR ont régulièrement arrêté des militants de l'opposition, notamment des militants de l'UDPS. Le rapport Mapping a également reporté que le 10 décembre 1997, des éléments des forces armées congolaises et APR ont arrêté, battu et collectivement violé 2 sœurs d'un des leaders de l'opposition. Il s'agit du président du Fonds pour la survie de la démocratie, qui lui-même a été arrêté par la suite et torturé. À la suite de l'interdiction des activités des partis politiques, les militaires s'en sont pris en particulier aux militants de l'opposition. Lors de ces exactions contre les personnalités de l'opposition, les femmes qui se retrouvaient dans l'entourage immédiat des opposants, les femmes, les sœurs, les filles, se retrouvaient fréquemment arrêtées et également victimes de viols. Ceci conclut ma présentation des exactions commises durant la Première Guerre du Congo. Nous allons maintenant procéder et examiner la Deuxième Guerre du Congo. À tout de suite. La Deuxième Guerre du Congo. Quel était donc le climat de l'époque? Le rapport Mapping nous rappelle que, à la fin de 1997, les relations entre le président Laurent Désiré Kabila, le Rwanda, et les militaires Tutsis présents au sein des forces armées congolaises étaient déjà sévèrement dégradées. En juillet 1998, craignant un coup d'État, le président Laurent Désiré Kabila a démis de ses fonctions le général rwandais James Kabarebe, oui, le même James Kabarebe. Il a démis de ses fonctions de chef d'état-major des forces armées congolaises et a demandé à tous les militaires de l'armée patriotique rwandaise de quitter le territoire congolais. Le 2 août 1998, des militaires tutsis se sont mutinés avec l'aide de l'APR, de l'armée ougandaise et des forces armées burundaises et ont formé une rébellion visant à renverser le président Kabila. En mars 1999, des désagréments profonds entre l'Ouganda et le Rwanda par rapport à leur stratégie de lutte contre le président Kabila ont mené à la scission du RCD en deux, avec le RCD Goma, qui est une aile pro-rwandaise, et le RCD Mouvement de Libération, RCD-ML, qui était une aile pro-ougandaise. Le RCD Goma et l'APR ont procédé et étendu leur zone d'influence au nord Katanga, au Kasaï et à l'Équateur.
Les exactions. Nous allons commencer au Bas-Congo. Le 4 août 1998, des militaires rwandais et ougandais, placés sous les ordres de James Kabarebe, sont arrivés par avion à Kitona à partir de Goma. Des militaires des ex-forces armées zaïroises ont rejoint les militaires rwandais et les militaires ougandais et ont commencé et ont entamé ensemble la conquête du Bas-Congo. Cette coalition rwando-ougando-congolaise était connue sous le sigle ANC-APR-UDF. Pour ANC, l'armée de RCD Goma, APR, l'armée patriotique rwandaise, et UDPF, l'armée de l'Ouganda. Durant leur progression dans le Bas-Congo, la coalition ANC-APR-UDPF a commis plusieurs assassinats de civils, des viols et des pillages. Je vais vous citer quelques exemples d'incidents qui ont été répertoriés par l'équipe du mapping dans le Bas-Congo. Entre le 7 et le 10 août 1998, la coalition ANC-APR-UDPF a séquestré plusieurs femmes dans l'hôtel Premier Bassin à Boma et les a violées. Du 4 août au 4 septembre 1998, la coalition ANC-APR-UDPF a procédé à des pillages de banques, notamment à Moanda, à Matadi et à Mbanza-Ngungu. Fin août 1998, les forces armées du Zimbabwe, Zimbabwe Defense Forces, qui collaboraient avec les forces armées du Congo, ont bombardé les zones périurbaines de Kinshasa vers la frontière du Bas-Congo et ont tué plus d'une cinquantaine de civils. Dans la nuit du 27 au 28 août 1998, près de 300 blessés ont été accueillis dans les hôpitaux de Kinshasa. Les bombardements ont également provoqué la fuite de milliers de personnes vers les communes avoisinantes. Les combats entre la coalition ANC-APR-UDPF et les forces armées congolaises avec leurs alliés, les forces du Zimbabwe, ont provoqué la mort de beaucoup de civils. Également, 2 volontaires de la Croix-Rouge ont été assassinés alors qu'ils essayaient de porter secours aux blessés. Le 13 août 1998, les militaires de l'ANC-APR-UDPF ont pris contrôle du barrage hydroélectrique d'Inga et ont privé la population du Bas-Congo et de certains quartiers de Kinshasa d'électricité pendant plusieurs semaines. Cet acte de priver la population de Kinshasa et du Bas-Congo d'électricité pendant plusieurs semaines a eu plusieurs répercussions, notamment sur le système de santé du pays. En effet, les taux de mortalité dans les centres de santé de la capitale ont augmenté durant cette période-là. Le taux de mortalité a particulièrement été élevé parmi les enfants. Entre fin 1998 et 2001, les forces de sécurité du Congo, du gouvernement du Congo, ont fait disparaître plusieurs militants de l'opposition, ont violé plusieurs de ces militants et également séquestré plusieurs de ces militants, notamment les militants de l'UDPS et du PALU. Passons maintenant au Nord Kivu. Le 2 août 1998, le général Sylvain Mbouki a lu un communiqué à la radio-télévision nationale annonçant le déclenchement d'une mutinerie parmi les forces armées congolaises. Tous les militaires de la 10e brigade des forces armées congolaises à Goma se sont mutinés et la ville est tombée dans les mains de l'ANC et de l'APR. Le rapport mapping fait cas d'un incident qui s'est passé le 11 mai 1999 où un avion des forces armées congolaises a bombardé plusieurs quartiers de la ville de Goma. L'équipe mapping a également répertorié plusieurs incidents où les forces de l'ANC et de l'APR ont procédé à l'assassinat de populations civiles, notamment des Banyarwanda Hutus et des populations congolaises durant toute la période de 98 et 99. Le 7 août 1998, l'UDPF, l'armée de l'Ouganda, a pris contrôle de Beni et de toute la région. De violents conflits s'en sont suivis entre l'UDPF et les Maïmaï pour le contrôle des ressources naturelles et notamment le contrôle des minerais dans la région. Il va sans dire que plusieurs habitants de Beni et Lubero sont morts dans ces combats-là. Certains qui ont survécu et ont pu s'enfuir ont gardé les séquelles, probablement jusqu'à aujourd'hui.
La Deuxième Guerre du Congo a embrasé tout le territoire national. Des incidents sont répertoriés dans toutes les provinces du pays. Toutes les populations, tous les groupes ethniques du pays ont été touchés par cette guerre. La population Tutsi, en particulier, a subi les contre-coups de cette rébellion-là qui a été déclenchée le 2 août 1998. En effet, après le déclenchement de la Deuxième Guerre du Congo, en août 1998, des Tutsis ou des personnes à faciès Tutsi, que ce soit d'origine rwandaise ou congolaise, également des personnalités soupçonnées de soutenir le RCD, ont été arrêtées. Durant leur incarcération, plusieurs femmes ont été victimes de viols. La Deuxième Guerre du Congo a été une guerre internationale. En effet, à un moment donné, 8 armées nationales se battaient sur le territoire du Congo. On compte notamment le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, mais également le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie, et je suis sûr que j'en oublie. 21 groupes armés se battaient sur le territoire du Congo durant certains de ces conflits. Malgré les accords de cessez-le-feu de 1999, le conflit a continué. L'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila, le 16 janvier 2001, a mis fin à la Deuxième Guerre du Congo. Mais il n'a pas mis fin au conflit au Congo, car comme nous le savons, les conflits continuent encore à ce jour. De même, malgré l'accord de cessez-le-feu de Lusaka de 1999, ce n'est qu'en 2002 que les troupes étrangères ont commencé à se retirer du territoire du Congo. D'aucuns diront que certains ne se sont jamais retirés, mais là encore, c'est une discussion pour un autre jour. Avec ça, je conclus ma présentation des exactions commises durant la Deuxième Guerre du Congo. Et voilà, c'était long, laborieux, mais nous y sommes arrivés. Et j'espère que cette présentation et les autres présentations que j'ai faites avant vous aident à vous approprier davantage de cet outil important dans la recherche de la justice et la fin de l'impunité dans la RDC et dans les Grands Lacs. En tout cas, je le souhaite. Nous sommes encore ensemble, nous allons continuer les discussions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Il est évident qu'il y a plusieurs incidents que peut-être les gens voulaient que je présente, malheureusement, qui n'ont malheureusement pas été incluses dans ma présentation. Ce n'est que partie remise. Nous pourrons toujours continuer ces discussions. Également, dans les jours qui viennent, je vais vous faire d'autres présentations. Je veux notamment vous faire une présentation sur les actes de violence qui ont été commis dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles. C'est un sujet qui interpelle beaucoup de gens. Et également, je vais vous présenter un point sur les mécanismes judiciaires qui peuvent être mis en place pour retrouver la justice dans le cadre du Congo. Alors, ce sera une réflexion basée sur qu'est-ce qui est en train d'être discuté, comment les idées évoluent depuis les 12 ans que le Mapping Report est sorti. Et puis, on va également voir où est-ce qu'on en est et quelles sont les étapes suivantes. Une chose que je voulais dire également aujourd'hui, c'est que l'équipe du Mapping Report a fait un travail extraordinaire. Mais nous devons garder à l'esprit que ça ne couvre que 10 ans du conflit du Congo. Donc, un travail similaire devra être entrepris à un moment donné dans le futur. Pour le moment, nous avons une fondation très solide qui est le Mapping Report, mais nous devons toujours penser à l'avant pour que tous les crimes qui sont commis au Congo, que ce soit dans les 10 ans du Mapping Report, que ce soit après, que tous les coupables de ces crimes puissent faire face à la justice. Allez, nous sommes ensemble. C'était Condé Patrick Habamenshi et vous pouvez trouver le lien aux autres présentations que j'ai faites avant dans la description. Allez, bye bye bye, bonne nuit.